10 conseils pour vous protéger des fuites de données. Il n'y a quasiment plus une journée qui passe sans qu'une nouvelle fuite de données ne soit détectée. Des millions de données personnelles compromises qui finissent entre les mains d'escrocs, d'États ou d'entreprises peu scrupuleuses. Vos données aujourd'hui, ce n'est pas juste de l'info, c'est une valeur marchande. C'est un business pour le marketing parce que ça se revend, ça se recoupe, ça se profile. Et c'est un business pour les hackers qui rentrent dans des systèmes mal sécurisés, volent des bases entières puis les revendent, les exploitent ou s'en servent pour vous frapper là où ça fait mal. Alors qu'on utilise le terme leak, dump, base de données compromise, peu importe le mot, c'est une hécatombe. On parle d'un phénomène massif. 9 Français sur 10 ont déjà une partie de leurs données personnelles qui circulent dans la nature. Des milliards et des milliards de données mal protégées, exposées, dupliquées, recopiées, revendues. Et ça va du CV que vous avez déposé un jour chez Adecco au modèle de votre voiture, avec votre adresse chez Autosure. Et parfois c'est bien pire, votre vie complète, photos, mails, carte d'identité, IBAN, historique de commande, habitudes, proches, la liste est interminable. Le 1er janvier 2026, plus de 2 millions de personnes concernées par la fuite du portail étranger en France. Le 10 janvier 2026, panorabank.com, 2,3 millions. Le 12 janvier 2026, Relais Colis, 9 millions. Le 5 janvier 2026, des milliers de documents sensibles, entreprises de luxe, plans de bases militaires, de prisons. Et on n'est pas dans un petit incident isolé. Je recense chaque jour les fuites de données sur mon site christopheboutry.com, dans la section Fuite Info. Allez y jeter un œil, et vous pouvez aussi vous inscrire aux alertes par mail pour être informé quand de nouvelles compromissions sont enregistrées. L'idée, ce n'est pas de vous faire peur, c'est de vous alerter le plus rapidement possible pour réagir. Alors oui, je sais, on finit anesthésié, on se sent impuissant, on a l'impression que rien ne bouge. Et certains se disent même, franchement, je m'en fiche. Ce n'est pas si grave, ça n'a pas d'impact. Parce que vous ne voyez qu'une partie du tableau. Vous savez repérer un mail de phishing ou un SMS foireux. Et vous vous dites, tant pis pour ceux qui se font avoir, ils n'ont qu'à faire attention. Sauf que ce raisonnement est très dangereux. Parce que les fuites ne servent pas seulement à envoyer des arnaques grossières. Elles servent à préparer des attaques sophistiquées, ciblées et parfois violentes. Regardez, en octobre 2025, 250 000 personnes inscrites à la Fédération française de tir ont vu leurs données partir dans la nature. Et derrière, on a vu se multiplier cambriolage et extorsion avec un objectif, récupérer des armes. Autre exemple, Ledger, un portefeuille de crypto-monnaies et des milliers de clients exposés pendant qu'on voit monter des enlèvements et des extorsions sur fond de crypto-monnaies. Un dernier pour comprendre l'enjeu. Page emploi, qui recense les particuliers employeurs. Vous vous sentez apaisé à l'idée que n'importe qui puisse savoir à quelle assistante maternelle vous confiez vos enfants et son adresse? Ce n'est pas un risque numérique abstrait. Ça se transforme en escroquerie, en vol, en chantage, en usurpation d'identité et parfois en menace physique. Vous n'êtes plus à l'abri, vos proches non plus. Vous ne savez juste pas encore quelles données vont fuiter, ni quand elles vont être vendues, ni comment elles vont être utilisées contre vous. Plus aucun système n'est à l'abri, plus aucune base de données n'est sûre par nature. Aujourd'hui, c'est une plateforme. Demain, ça peut être des accès bancaires, ça peut être des documents confidentiels de l'État, ça peut être vos documents stockés sur un cloud. Et souvent, quand on le découvre, c'est trop tard. La donnée est déjà copiée et dupliquée. Et il n'y a aucun moyen de supprimer les données perdues. Donc soyons lucides. On ne peut pas tout contrôler et on ne peut pas vivre dans un monde sans données. Mais on peut mettre en place des règles simples qui réduisent l'impact quand une fuite arrive. Parce que la question n'est plus vraiment « est-ce que ça va fuiter ?» La question c'est « qu'est-ce que la fuite permettra de faire contre moi et comment je limite les dégâts ?» Que vous ayez déjà une hygiène numérique solide ou que vous partiez de zéro, je vais vous donner des conseils pratiques, faciles à appliquer pour vous protéger simplement au quotidien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Partagez aussi cette vidéo à vos proches, vraiment. Dites-leur de regarder, ne serait-ce que pour retenir quelques principes clés et accompagnez-les pour les mettre en place. Conseil numéro 1. Masquez votre identité et minimisez les données. Ne faites jamais confiance par défaut à un site ou à une plateforme. La vraie valeur de vos données, c'est leur fiabilité. Une fuite isolée, c'est déjà un problème. Mais plusieurs fuites croisées entre elles, c'est une reconstitution complète de votre identité. On remonte votre parcours, vos habitudes, vos comptes, vos proches. Ça finit par ressembler à un fichier de renseignement, sauf qu'il est bricolé par des cybercriminels et qu'il circule sans contrôle. Si votre adresse email a fuité, quelqu'un peut en quelques clics retrouver votre identité dans d'autres bases compromises. Le même email apparaît ailleurs, associé à un numéro, puis à un nom, puis à une adresse. Et à partir de là, tout devient plus simple. Vous profilez, vous ciblez, vous appelez par votre prénom, vous envoyez un message crédible ou préparez une usurpation d'identité. Donc l'idée est simple. Partout où ce n'est pas légalement nécessaire, n'utilisez pas votre véritable identité. Utilisez un nom d'emprunt, mais n'usurpez pas une identité connue. N'utilisez pas le même pseudonyme partout, changez-le. Uber Eats n'a pas besoin de connaître votre véritable nom et votre prénom. Que vous vous appeliez Antoine, Mehdi ou Sabrina, le livreur vous trouvera quand même. Un comparateur d'assurance non plus, il a besoin d'informations utiles pour calculer un tarif, pas de votre état civil complet.
Et si ça fuite, au moins ce n'est pas relié directement à une identité réelle. Même logique pour la date de naissance. Si on vous la demande, sans raison valable, vous pouvez décaler d'un jour, ou même changer le jour dans le mois. Et les prénoms de vos enfants, leur âge? Non. Personne n'a besoin de ça pour vous vendre un service ou poster sur un forum. Vous ne donnez vos informations exactes que quand c'est indispensable pour que le service soit valable. Une banque, un opérateur, un contrat, une démarche officielle, là oui, il faut votre identité réelle. Mais partout ailleurs, vous gardez la main. Et règle d'or, ne donnez que ce qui est obligatoire. Si le champ n'est pas marqué comme obligatoire, laissez-le vide. Si on vous demande une adresse, un numéro de téléphone, une date de naissance, posez-vous systématiquement 2 questions. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Et si oui, est-ce que ça doit être exact? Faites-le à chaque fois. Réduisez ce que vous donnez et vous réduisez ce qu'on pourra utiliser contre vous. Conseil numéro 2. Ne donnez pas votre adresse postale à n'importe qui. Avec le premier conseil, vous avez déjà fait un pas important. Le site n'a pas votre vrai nom, pas votre vrai prénom, pas votre vraie date de naissance. Vous avez déjà brouillé les pistes et ça change beaucoup de choses quand une base finit par fuiter. Mais il reste un point important, l'adresse postale. Et là, parfois, on n'a pas le choix. Parce que c'est une démarche officielle, parce que vous avez besoin d'une facture, parce que vous recevez un document, ou parce qu'il y a une livraison qui ne passe pas autrement. Dans ces cas-là, si vous pouvez éviter de donner votre adresse personnelle, faites-le. Vous pouvez par exemple vous domicilier chez un proche, s'il accepte et si c'est adapté à votre situation. Il existe aussi des options comme la poste restante, mais c'est payant à chaque retrait et c'est limité dans le temps. La boîte postale, pareil, c'est un coût supplémentaire et ce n'est pas accessible à tout le monde, ni toujours pratique. Donc la stratégie la plus simple, la plus efficace au quotidien, c'est de privilégier la livraison en point relais ou en locker, dès que c'est possible. Si vous fonctionnez comme ça par défaut, vous réduisez fortement les risques. Et aujourd'hui, la plupart de ces systèmes marchent avec un code de retrait ou un QR code. Vous n'avez même plus besoin de prouver votre identité à un inconnu, juste de récupérer votre colis. Et quand vous devez vraiment vous faire livrer à domicile, vous pouvez utiliser un nom et un prénom d'usage, un alias, tant que le facteur peut vous identifier. L'essentiel, c'est que le courrier de cet alias arrive. Affichez ce nom d'usage sur votre boîte aux lettres, en complément de votre identité réelle. Conseil numéro 3. Protégez votre numéro de téléphone. Quand un numéro de téléphone fuite, c'est une rampe de lancement. D'abord pour le démarchage agressif, ensuite pour les SMS de phishing, et parfois pour des tentatives de prise de contrôle de compte. Parce que beaucoup de services utilisent encore le numéro comme identifiant ou comme preuve de possession. Et contrairement aux alias mail, un numéro, on ne le change pas facilement. On n'en a pas 20 et on y tient souvent parce qu'il est lié à notre vie professionnelle, nos proches ou nos démarches. Donc première règle, ne le donnez que si c'est vraiment obligatoire. Le réflexe doit être automatique. Si on vous le demande, au cas où, pour faciliter la livraison, pour sécuriser le compte, alors que ce n'est pas indispensable, vous refusez. Deuxième règle, votre numéro principal doit rester rare. Gardez-le uniquement pour ce qui le justifie vraiment, notamment la double authentification quand vous n'avez pas d'autre alternative. Et pour tout le reste, utilisez un deuxième numéro, un numéro poubelle, que vous ne communiquez à personne en dehors des plateformes en ligne. Comme ça, si ce numéro reçoit un appel ou un SMS, vous savez immédiatement d'où ça vient, d'un service auquel vous l'avez fourni. Ça vous permet d'identifier la source, de couper, de filtrer et de limiter les dégâts. Pour obtenir ce deuxième numéro, vous avez plusieurs options. La plus simple, c'est la double SIM. La plupart des téléphones l'acceptent aujourd'hui. Vous prenez une carte SIM rechargeable au bureau de tabac, chez Lyca Mobile, les Barra ou n'importe quel autre opérateur du même type, et vous cloisonnez ce numéro pour les inscriptions et les services secondaires. Autre possibilité, une petite ligne à bas coût comme l'offre à 2 € par mois chez Free qui peut très bien faire le job pour cet usage. Il existe aussi des numéros virtuels via des services comme OnOff qui permettent d'avoir plusieurs numéros sur un même téléphone via une application. C'est pratique mais ça peut vite devenir cher avec des abonnements qui démarrent autour de quelques euros par mois et montent rapidement si vous multipliez les lignes. Et puis il y a une solution encore plus radicale pour les cas où vous voulez juste passer l'étape numéro obligatoire pour une confirmation, les numéros temporaires. Vous trouverez des applications comme SMS Virtual ou SMS PVA. Le principe est simple. Vous achetez du crédit, vous choisissez le service sur lequel vous voulez activer le numéro, on vous attribue un numéro, vous recevez le SMS de confirmation et c'est terminé. L'inconvénient, c'est qu'en général, le numéro n'est pas fait pour durer. Impossible de le récupérer plus tard et si le service redemande un SMS, vous pouvez être bloqué. Donc c'est utile pour un compte jetable mais pas pour un compte important. L'idée générale est toujours la même chose. Protégez votre numéro personnel principal comme un identifiant sensible. Moins il circule, moins il devient une cible. Plus vous le cloisonnez, plus vous réduisez les effets d'une fuite. Conseil numéro 4. Utilisez des alias mail. L'adresse email, c'est l'une des données les plus précieuses. Parce qu'elle sert de clé d'entrée partout. Elle relie vos comptes entre eux, elle permet de vous retrouver dans d'autres fuites, et elle sert de point de départ à la plupart des attaques par ingénierie sociale. Donc, votre objectif, c'est simple. Protégez votre adresse principale et évitez au maximum de la disséminer. Le réflexe classique, c'est de se dire « je vais créer une deuxième boîte mail ».
Sauf qu'au quotidien, c'est pénible. Vous jonglez entre deux boîtes de réception, vous perdez du temps, vous finissez par mélanger, et le jour où votre vigilance baisse, vous redonnez votre vraie adresse au mauvais endroit. Et puis surtout, cette deuxième boîte finit par vite se remplir avec des infos personnelles. Vous n'avez pas résolu le problème, vous l'avez juste déplacé. Ce qui marche le mieux, et ce qui est le plus simple à tenir dans le temps, ce sont les alias mail. Le principe, c'est une adresse différente pour chaque site, comme on fait avec les mots de passe. Ainsi, quand une base fuite, ce n'est pas votre email qui part partout, c'est un alias unique lié à un seul service. Moi, j'utilise ProtonMail, qui intègre un système d'alias très pratique. Il peut générer une adresse du type Amazon resample 485@passmail.net, et en général, il reprend le nom du site pour que vous vous y retrouviez. Tous les mails envoyés à cet alias arrivent directement dans votre boîte Proton principale, et vous pouvez aussi l'utiliser pour vous connecter au service. Vous n'avez pas à surveiller une deuxième boîte, tout arrive au même endroit. Dans Proton, vous pouvez le faire de deux façons. La première, c'est depuis votre boîte mail. Vous allez dans le centre de sécurité, vous créez un nouvel alias, vous le nommez, Proton le génère, vous le copiez et c'est terminé. Une adresse unique sans divulguer la vôtre. La deuxième manière est encore plus fluide. C'est via ProtonPass, le gestionnaire de mots de passe de Proton. Et là, on tient une combinaison idéale. Mot de passe fort et unique, plus alias mail, au même endroit. À chaque nouvelle inscription sur un site, ProtonPass vous propose automatiquement de générer un alias. Exemple, vous voulez créer un compte sur un site d'actualité comme Next. Vous cliquez dans le champ d'email, vous choisissez l'option pour masquer votre email, puis pour le mot de passe, vous laissez ProtonPass générer un mot de passe fort et unique. Vous enregistrez et ensuite, vous n'y pensez plus. Votre identifiant, votre mot de passe et l'alias sont stockés ensemble et vous vous connectez en un clic. L'intérêt, c'est aussi la traçabilité. Dans votre gestionnaire, vous voyez tous vos alias. Si l'un d'eux commence à recevoir du spam, vous savez immédiatement quel service a revendu, partagé ou laissé fuiter vos données. Et vous pouvez désactiver l'alias, le supprimer ou en créer un nouveau sans toucher à votre adresse principale. Vous gardez la maîtrise. Il existe aussi une technique assez connue qui marche sur certains services mail. Ajoutez un suffixe à votre adresse principale, par exemple avec Gmail. Si votre adresse est michel.sapin@gmail.com, vous pouvez aussi saisir michel.sapin plus amazon@gmail.com lors d'une inscription. Et les messages arriveront dans votre boîte. Ça peut dépanner, mais ça demande de la discipline, parce qu'il faut se souvenir à chaque fois de ce que vous avez mis. Et certains sites filtrent ce type d'adresse, donc ce n'est pas fiable partout. Et justement, les alias, qu'ils soient générés par Proton ou via ce système de suffixes, ne passent pas toujours. C'est rare, mais ça arrive. Dans ce cas, plutôt que d'ouvrir une nouvelle boîte ailleurs, Proton permet aussi de créer plusieurs adresses distinctes rattachées au même compte. Avec certains plans, vous pouvez disposer de plusieurs adresses séparées, ce qui vous permet d'avoir par exemple une adresse officielle et une adresse inscription, une adresse achat, sans tout mélanger et sans exposer vos adresses personnelles. Gardez surtout une règle en tête. Votre adresse principale doit rester réservée à vos contacts, à vos démarches importantes et aux services essentiels. Pour le reste, alias par défaut. Et si vous voulez explorer d'autres options, il existe aussi des services comme DuckDuckGo Email Protection ou les alias iCloud sur les appareils Apple. Simple Logging, lui, est déjà intégré à Proton. C'est leur service d'alias et c'est l'un des plus complets sur le marché. Prenez ce réflexe. Une fois que c'est en place, vous ne revenez plus en arrière parce que ça vous simplifie la vie tout en réduisant drastiquement les dégâts le jour où une fuite survient. Des mots de passe uniques. Je le rappelle, même si ça paraît évident, n'utilisez jamais le même mot de passe partout. Le jour où il fuite, s'il est réutilisé, il devient une clé passe-partout pour tous vos comptes. Et avec une adresse email, il est très simple de retrouver sur quel service vous êtes inscrit, entre les réseaux sociaux, les boutiques en ligne, les plateformes de streaming, les forums, on peut faire l'inventaire très vite. Donc, un seul mot de passe compromis, et c'est l'effet domino. La règle est simple, un mot de passe différent à chaque fois, sans exception. Oui, ça semble contraignant, mais en réalité, c'est facile à gérer si vous utilisez la bonne méthode. Et justement, oubliez ce qu'on vous a appris pendant des années. Un bon mot de passe, c'est des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Ça donne surtout des mots de passe courts, prévisibles et remplis d'habitudes. Prenez un exemple typique. Ça a l'air sérieux, mais ça casse très vite. Et ajouter un caractère spécial à la fin ou changer le point d'exclamation en point d'interrogation ne vous protège pas. Au contraire, vous avez créé un schéma, une routine. Et les routines, c'est exactement ce que les attaquants exploitent. Aujourd'hui, ce qui fait la robustesse d'un mot de passe, c'est d'abord sa longueur. Un bon mot de passe, c'est au minimum 16 à 20 caractères. Et encore mieux, une passe-phrase. Une phrase de passe longue, aléatoire et facile à taper. Exemple à l'écran. Là, on est sur quelque chose de solide. Parce que c'est très long, et surtout parce que la combinaison est imprévisible. Les mots semblent ordinaires, mais l'ordre ne l'est pas. Les chiffres ajoutent un niveau de difficulté. Et comme ça, c'est structuré, vous pouvez le saisir sans vous tromper.
En sécurité, on parle souvent d'entropie. C'est une façon de mesurer l'imprévisibilité. Plus il y a de combinaisons possibles, plus c'est difficile à deviner ou à casser. Et la longueur, avec des mots choisis de manière aléatoire, fait exploser ce nombre de possibilités. On va être honnête, si vous devez retenir et taper ce genre de mot de passe pour 50 sites, vous allez craquer. Vous allez recycler, vous allez simplifier. Donc la vraie solution, c'est le gestionnaire de mots de passe. C'est l'outil qui stocke vos identifiants de façon chiffrée et qui vous permet d'avoir un mot de passe long et unique partout, sans effort mental. Alors moi, comme j'utilise l'écosystème Proton, j'utilise ProtonPass. Je le trouve très simple, très pratique au quotidien et aligné avec une logique de respect de la vie privée, sans dépendance aux GAFAM. Il me permet de stocker mes mots de passe, mais aussi des phrases de récupération, des notes sensibles et même des informations de paiement si j'ai envie. Et il fonctionne partout, sur ordinateur, sur navigateur et sur smartphone, c'est synchronisé. On reprend l'exemple d'une inscription sur un site comme Next. Au moment où je crée le compte, j'ai généré mon alias mail. Et juste après, ProtonPass me propose un mot de passe fort et unique. Je valide, je termine l'inscription, je clique sur enregistrer, et c'est tout. Mes identifiants sont stockés, et la prochaine fois que je reviens sur le site, il me propose automatiquement pour me connecter. Je ne gère plus mes mots de passe, je les utilise. Et si plus tard, le site subit une fuite, la réaction est simple. Je vais sur le compte, je change le mot de passe en un clic avec un nouveau généré par le gestionnaire, et il se met à jour automatiquement dans ma base. Pas de panique, pas de bricolage, pas de « mince, j'avais mis quoi déjà ?» Évidemment, il faut penser à la continuité d'accès. Si vous avez un incident qui vous bloque, certains gestionnaires permettent de prévoir un accès d'urgence pour une personne de confiance ou de partager des identifiants de façon sécurisée sans envoyer un mot de passe en clair par message. C'est une vraie différence. Et maintenant, la question que tout le monde pose, oui mais je mets pas tous mes œufs dans le même panier. C'est une remarque légitime, mais un gestionnaire, c'est une pièce maîtresse. Donc on prend des précautions. Par exemple, vous pouvez faire une sauvegarde chiffrée de votre coffre-fort à intervalles réguliers et la conserver hors ligne sur une clé USB dédiée stockée en lieu sûr. Ça donne une solution de secours sans affaiblir votre sécurité au quotidien. Dernier point important, évitez les gestionnaires intégrés au navigateur, surtout si vous ne maîtrisez pas bien la sécurité de votre ordinateur. En cas de compromission, d'accès non autorisé ou même de simple mauvaise configuration, vous pouvez perdre ou exposer beaucoup plus facilement vos identifiants. Préférez un gestionnaire dédié. Et si vous ne voulez pas ProtonPass, il y a d'excellentes alternatives reconnues et fiables, comme Bitwarden ou KeePassXC. L'idée, c'est pas la marque. L'idée, c'est la méthode unique, long, généré, stocké et utilisé automatiquement. Enfin, pour aller encore plus loin, vous pouvez ajouter une couche très efficace, une clé de sécurité physique comme YubiKey ou NitroKey pour protéger vos comptes sensibles. Ce n'est pas un mot de passe, c'est une barrière supplémentaire qui bloque énormément d'attaques, notamment celles basées sur le phishing. Je vous mets les liens dans la description. Activez la double authentification. Activez la double authentification. Partout où vous le pouvez, faites-le. Activez la double authentification. Le principe, au lieu d'un seul secret pour se connecter, vous en avez deux. Donc même si quelqu'un vole votre mot de passe, il ne peut pas entrer parce qu'il lui manque la deuxième preuve. C'est l'un des rares réglages qui à lui seul bloque une énorme partie des attaques courantes. Quand on vous propose plusieurs méthodes, évitez le SMS autant que possible. Le SMS, c'est pratique mais c'est fragile. Ça peut être détourné, intercepté ou obtenu par manipulation auprès d'un opérateur. Et en cas d'extorsion, c'est aussi un canal très facile à exploiter parce que le téléphone devient une cible directe. À la place, privilégiez le TOTP. C'est un code qui change toutes les 30 secondes, généré dans une application et qui fonctionne même sans réseau. C'est déjà un gros saut de sécurité et c'est simple à utiliser. Vous pouvez le faire avec une application dédiée comme Proton Authenticator ou comme d'autres connus comme Google Authenticator. L'important toujours, ce n'est pas la marque, c'est d'avoir un code local renouvelé en permanence qui ne transite pas par SMS. Autre option utile, la validation par notification push. Vous tentez de vous connecter et vous recevez une notification sur un appareil déjà approuvé où vous devez valider la connexion. C'est très confortable, mais il faut garder un réflexe. Ne cliquez jamais machinalement. Lisez la demande, vérifiez d'où elle vient, et si vous recevez une validation alors que vous n'êtes pas en train de vous connecter à votre compte, c'est un signal d'alerte. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de plus robuste et souvent le plus simple au quotidien, ce sont les clés d'accès, ce qu'on appelle les passkeys. Là, on sort du code à recopier. Votre appareil ou votre gestionnaire de mots de passe détient une clé cryptographique liée au site internet, à la plateforme, et vous vous authentifiez sans mot de passe à usage unique interceptable. Ça réduit fortement les attaques par phishing parce que une passkey ne marche que sur le bon site. En pratique, avec un bon gestionnaire comme ProtonPass, une fois le coffre déverrouillé, vous cliquez simplement sur utiliser la clé d'accès et c'est terminé. Pas de code à retaper, pas de SMS, pas de stress. Quand une plateforme vous propose la double authentification, acceptez-la et faites-le tout de suite. Ne remettez pas à plus tard. Si ce n'est pas proposé au moment de l'inscription,
Allez le chercher dans les paramètres, dans connexion, sécurité ou authentification, c'est presque toujours là. Et dernier point très important, évitez de vous connecter via une autre plateforme. Oubliez se connecter avec Google, se connecter avec Facebook, se connecter avec X et compagnie. C'est confortable, mais si ce compte-là est compromis, vous ouvrez la porte à tous les autres. Préférez une connexion classique par email et mot de passe, idéalement avec un alias, comme on l'a vu précédemment, et activez la double authentification. Vous gardez le contrôle et vous limitez l'effet domino. Quelques règles pour éviter les arnaques. Un SMS urgent pour un colis, une amende, un remboursement, une livraison bloquée, c'est très souvent un piège. Le ressort est toujours le même. Vous mettre sous pression, vous faire cliquer vite et vous faire agir avant de réfléchir. Donc la règle de base, elle est simple. Ne cliquez pas sur le lien. Si le message parle d'un service connu, vous ouvrez votre navigateur et vous tapez vous-même l'adresse du site ou vous passez par l'application officielle. Et si vous devez vérifier, vous cherchez l'adresse officielle via un moteur de recherche, puis vous comparez avec celle du message. Les arnaqueurs jouent sur des domaines qui ressemblent à un tiret en plus, une lettre inversée ou un .com au lieu d'un .fr, et à l'œil fatigué, ça finit par passer. Si vous avez le moindre doute sur un lien, vous pouvez le tester avec le site VirusTotal. VirusTotal, c'est un service qui va analyser un lien ou un fichier par plusieurs moteurs de détection et plusieurs sources de réputation, puis vous renvoie un score et des alertes. Ça peut éviter de tomber dans un piège évident, mais gardez une limite en tête. Pas d'alerte ne veut pas dire sûr. Une arnaque récente peut passer sous le radar. Donc VirusTotal, c'est un outil d'aide à la décision. C'est pas un certificat d'innocence pour le lien ou le fichier. Même logique pour les fichiers. Vous recevez une pièce jointe, un PDF, un zip, un document important, et vous sentez que quelque chose cloche, ne l'ouvrez pas. Testez-le dans VirusTotal. Et là aussi, prudence. N'y envoyez pas des documents sensibles, des pièces d'identité, des dossiers médicaux ou des contrats confidentiels. Quand vous téléversez un fichier sur ce type de service, vous perdez la maîtrise totale de sa diffusion potentielle. Si le document est sensible, mieux vaut le faire analyser localement avec un antivirus à jour ou demander une autre méthode de transmission. Autre réflexe simple, méfiez-vous de l'urgence et de la menace. Dernier appel, compte suspendu, paiement refusé, vous allez être majoré, votre colis sera détruit. Ce vocabulaire est typique. Une administration, une banque, un opérateur sérieux ne vous demande pas de régler une situation critique en cliquant sur un lien reçu par SMS. Et quand on vous pousse à agir dans l'heure, c'est rarement pour votre bien. Faites aussi attention à l'identité affichée. Un numéro qui ressemble à un numéro officiel, un nom d'expéditeur qui imite une marque, ça ne prouve rien. L'affichage peut être trompeur. Le seul élément qui compte, c'est le chemin que vous prenez pour accéder au service. Vous y allez par vos propres moyens, pas via un lien reçu. Si un message vous demande des codes, c'est non. Les codes de double authentification, les codes reçus par SMS, les codes d'application, les codes de récupération, ça ne se donne jamais à personne. Aucun support client sérieux ne vous le demandera. Et si quelqu'un les demande, c'est qu'il est en train d'essayer de prendre votre compte. Pour les arnaques, banque ou paiement, adoptez une règle stricte. Vous raccrochez et vous rappelez vous-même via le numéro officiel, celui de votre carte, de votre application bancaire ou de votre relevé. Pas celui donné dans le message, pas celui dicté au téléphone. C'est la différence entre vérifier et se faire guider dans le piège. Et si vous voulez renforcer votre sécurité au quotidien, activez les filtres anti-spam et anti-phishing dans votre messagerie, gardez votre téléphone et votre navigateur à jour et évitez d'installer des fichiers hors store ou des applications dont vous ne comprenez pas l'origine. Beaucoup d'arnaques passent par des fausses applications de suivi de colis, de faux lecteurs PDF ou de faux outils de sécurité qui font exactement l'inverse. Dernier point, signalez. Si vous recevez un SMS d'arnaque, ne le gardez pas pour vous. En France, il existe des dispositifs de signalement des SMS frauduleux et le fait de signaler aide à faire tomber des campagnes, surtout quand elles ciblent massivement. Et dans votre entourage, prévenez les personnes les plus exposées, celles qui cliquent vite, celles qui n'ont pas les réflexes. C'est souvent là que les dégâts se font. L'objectif, c'est de ne pas vivre dans la peur, c'est d'installer 2 ou 3 automatismes. Pas de clic sous pression, vérification par vos propres moyens et aucun code communiqué. Et avec ça, vous éliminez déjà une grande partie des arnaques qui circulent après les fuites de données. Protégez vos données bancaires. Il n'y a rien de plus rageant que de découvrir un paiement ou un prélèvement frauduleux sur son compte parce que vos données de carte ou votre IBAN ont fuité. Et ce n'est pas un scénario rare. On a vu des millions de clients, notamment chez des opérateurs, avec des RIB qui se retrouvent dans la nature. Derrière, c'est pas seulement un risque, c'est du temps perdu, des démarches, de l'angoisse et parfois des dégâts qui durent. La stratégie la plus efficace, c'est la séparation. Votre compte principal, celui où arrivent vos revenus et où vous gardez votre épargne, ne doit pas être celui qui traîne partout sur Internet. Utilisez un compte à part pour les paiements en ligne. Une banque en ligne, un compte secondaire, peu importe. L'objectif, c'est d'avoir une barrière. Sur ce compte, vous mettez uniquement ce dont vous avez besoin pour vos abonnements et vos achats. Le reste, à l'abri. Et idéalement, utilisez des cartes virtuelles. Certaines sont permanentes, d'autres temporaires, à usage unique. C'est très simple. Au lieu d'exposer votre vraie carte, vous payez avec une carte virtuelle. Si elle est compromise, vous la désactivez en 2 secondes.
vous en régénérez une autre et vous n'êtes pas bloqué. Moi, j'en utilise plusieurs. Une pour les abonnements et une pour les achats ponctuels. Et ça donne du contrôle et ça limite les effets d'une fuite. Et si votre banque principale propose les cartes virtuelles, activez cette option aussi. C'est un des meilleurs services qu'une banque peut offrir à ses clients. Autre réflexe qui vous simplifie la vie sans exposer votre carte, payez via Apple Pay ou Google Pay. Le site ou la plateforme ne voit pas votre numéro de carte, il voit un jeton de paiement. Vous réduisez la surface d'exposition et c'est souvent plus rapide au moment de payer. Aussi, évitez d'enregistrer votre carte pour la prochaine fois. Je sais que c'est tentant, je sais que c'est pratique, mais c'est exactement comme laisser un double de vos clés chez un inconnu par confort. Prenez l'habitude de saisir les infos au moment du paiement, ou passez par un gestionnaire sécurisé si vous êtes très rigoureux, mais évitez le stockage partout sur des comptes qui finiront un jour ou l'autre dans une fuite. Au moindre paiement suspect, vous réagissez vite, vous bloquez la carte. Ne validez jamais une opération dont vous doutez, même si on vous met la pression au téléphone ou par message. Et activez quand c'est possible les notifications instantanées de paiement. Un achat apparaît, vous le voyez immédiatement, vous coupez tout de suite. Concernant l'IBAN, il faut être lucide. C'est pas une clé magique qui permet de vider un compte en 1 minute. Mais un IBAN qui circule peut servir à mettre en place des prélèvements, parfois sur de petits montants au début, puis passer sous les radars. Et si vous ne surveillez pas, ces petites sommes s'accumulent et finissent par faire mal. Donc, là aussi, il y a des protections. Vous avez le droit de demander à votre banque des restrictions sur les prélèvements, notamment des listes de créanciers autorisés, et certaines banques proposent des filtres, des plafonds par prélèvement ou un nombre maximal sur une période. Demandez une liste blanche. Si votre banque offre ces options, utilisez-les. Sinon, le minimum, c'est la vigilance. Consultez vos opérations régulièrement, repérez les créanciers inconnus et contestez immédiatement. Ne transmettez pas vos documents sans filigrane. Vous devez envoyer une pièce d'identité, une fiche de paye, un justificatif. Ne balancez pas ça n'importe où. Si vous l'envoyez, c'est que vous n'avez pas d'autre option. Très bien. Mais faites un geste simple qui change tout, ajoutez un filigrane. En France, il existe un service public très pratique, Filigrane Facile, sur filigranefacile.beta.gouv.fr, je vous mets le lien. Vous ajoutez votre document, vous choisissez le texte du filigrane et vous récupérez une version qui est marquée. Mettez toujours la date et le destinataire ou l'objet. Par exemple, 20 janvier 2026, location d'appartement, agence X. Le but, c'est que si le document se retrouve ailleurs, il soit immédiatement inutilisable et qu'on sache d'où ça vient. Et le service indique que le fichier est supprimé une fois que vous avez récupéré le document. Même logique pour une pièce d'identité. N'envoyez jamais une pièce sans filigrane, sauf si vous êtes sur un service officiel qui exige une version sans mention et que vous êtes certain du canal. Et si vous avez la nouvelle carte d'identité et que vous avez activé France Identité, vous pouvez générer depuis l'application un justificatif d'identité prévu pour l'usage numérique. L'idée est excellente parce que ça évite de diffuser une copie complète de votre titre, mais le point faible aujourd'hui, c'est l'adoption. Beaucoup de services ne l'acceptent pas encore, dont des services publics, donc vous êtes parfois obligé de revenir aux anciennes méthodes. Là encore, l'objectif est de réduire les dégâts si vos documents finissent dans une fuite. Une pièce d'identité nue, c'est une bombe à retardement. Une pièce filigranée, datée, ciblée, c'est une fuite déjà moins exploitable. Vous l'avez compris, tous ces conseils ont un objectif précis, limiter l'impact des fuites de données. C'est pas un guide complet d'hygiène numérique et ce n'est pas censé vous transformer en expert. Mais si vous appliquez déjà ça, vous partez sur une base solide. Et surtout, ça devient une routine. Au début, oui, ça demande un effort, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Mais une fois que c'est intégré, vous n'y pensez même plus. Ça devient automatique. Et dans une époque où ce sont les citoyens qui doivent compenser les failles des plateformes, il faut être intelligent. Ne sacrifiez pas votre confort au nom de la sécurité. Cherchez plutôt des habitudes simples, faciles à tenir, qui améliorent votre protection sans vous compliquer la vie. La meilleure sécurité, ce n'est pas celle qui est parfaite, c'est celle que vous arrivez à appliquer tous les jours. Pour compléter, il y a quelques pratiques qui de manière générale protègent votre vie privée et réduisent les risques. D'abord, mettez vos appareils à jour, systématiquement. Ne repoussez pas. Ces mises à jour ne servent pas qu'à ajouter des fonctions. Elles corrigent des failles de sécurité. Et une faille non corrigée, c'est une porte entrouverte. Ensuite, choisissez un navigateur internet qui respecte davantage votre vie privée. Par exemple, Brave. Ça limite une partie du pistage, ça réduit certains abus et ça vous évite d'offrir vos habitudes de navigation à tout un écosystème publicitaire. Autre réflexe, ne branchez jamais votre téléphone ou votre ordinateur sur un port USB inconnu. Ça peut sembler anodin, mais un port USB peut faire bien plus que charger. Et si vous êtes en déplacement, que vous utilisez un Wi-Fi public, protégez-vous. Utilisez un VPN. Évitez les VPN gratuits. Quand c'est gratuit, très souvent, c'est vous le produit. Et certains services se sont déjà révélés être des outils de collecte, voire d'espionnage. Prenez un VPN payant, fiable, comme celui de Proton, qui est gratuit pour tester et qui vous évite de naviguer à découvert sur des réseaux publics. Faites aussi le ménage dans vos comptes. Supprimez les comptes et les applications que vous n'utilisez plus.
Chaque compte dormant, c'est une surface d'attaque en plus, une base de données supplémentaire où votre email, votre numéro, ou votre historique traîne pour rien. Ce compte créé il y a 5 ans pour commander un truc une seule fois, vous n'en avez pas besoin. Vous le fermez. Et surtout, avant chaque clic, prenez une seconde et posez-vous toujours les mêmes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'inscrire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cliquer sur ce lien? Est-ce que je dois vraiment transmettre ces informations? Ce sont vos données personnelles. Elles ont de la valeur et elles ne deviennent vulnérables que quand elles sortent de vos mains. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres conseils et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour que ces conseils puissent profiter à ceux qui en ont besoin. Et si vous avez d'autres conseils ou des outils à recommander, on en discute en commentaire ou sur le Discord de la chaîne, le lien est dans la description. Et n'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.